Nous allons, au cours de cette matinée, moi, de manière assez rapide, Samuel Chalia et Romain Sordello, engager un premier échange donc, sur la définition de cette question, la pollution lumineuse, sa prise en charge, à la fois comme question relative à la dégradation de la biodiversité, je vais y revenir, et plus largement comme projet de territoire, notamment à travers l'intervention de Samuel, qui va nous expliquer ce glissement qui se construit progressivement entre une approche d'abord par le domaine de l'astronomie, l'écologie, donc très scientifique, et puis une ouverture beaucoup plus large de la question de la pollution lumineuse à un débat de société et un débat de territoire. Alors, je vous propose de construire cette introduction de manière assez rapide, autour de 3 points. Tout d'abord, considérer le problème de la pollution lumineuse, définir qu'est-ce qu'on entend concrètement par ce terme, et on va voir notamment qu'il y a souvent des confusions de sens entre la problématique de la pollution et la question de l'éclairage. Et enfin, le point qui prendra le plus d'espace dans mon intervention, agir. Comment est-ce qu'on se mobilise collectivement à travers différentes formes de démarches et d'engagement pour répondre à ces enjeux. Alors, le premier point, effectivement, considérer. La question de la pollution lumineuse est devenue un enjeu planétaire, notamment parce que il y a une réelle progression de cette question sur le plan physique, matériel, qui est incarnée d'une part par ce que l'on perçoit au niveau du sol, la multiplication et la diffusion des problématiques des halos lumineux, dont vous avez là un exemple, mais c'est surtout par les images qui nous sont parvenues depuis les années 80 qu'on perçoit bien pourquoi cette question de la pollution lumineuse est devenue une des incarnations des enjeux d'environnement global et une des incarnations de l'Anthropocène, on pourrait même dire du caractère absolu du géopouvoir de nos sociétés techniques, scientifiques, à modeler, transformer l'environnement terrestre. Cette prise de conscience, qui arrive vraiment avec une prise de distance aussi sur la fragilité et la complexité du système Terre, elle a permis progressivement à initier, depuis des milieux scientifiques, professionnels, de l'astronomie, de l'écologie, de la médecine, une première forme de mobilisation qui s'est peu à peu étendue à d'autres formes de mobilisation sociale, citoyenne et enfin politique. Considérer, c'est aussi prendre la mesure de ce que représente cette question de la pollution au travers des différences importantes qui vont se poser entre les territoires. À l'échelle planétaire, vraiment, la question de la pollution lumineuse et des travaux de l'équipe de l'Institut technologique de la pollution lumineuse en Italie, Cinzano, Falchi le montrent bien. Les territoires ne sont pas du tout concernés de la même façon par cette question. Et en fonction de la trajectoire des sociétés, de la trajectoire de leur mode de vie, il y a évidemment une prégnance, une empreinte très différente de cette question dans l'espace et dans la matérialité et le fonctionnement des sociétés. Vous avez là, à l'écran, un des extraits des travaux justement de l'équipe de Falchi, Cinzano, donc ceux qui, depuis une vingtaine d'années, construisent progressivement une cartographie de l'expansion de la pollution lumineuse à l'échelle planétaire. Cette cartographie nous permet de voir qu'à l'intérieur d'un groupe de pays relativement homogène du point de vue de certains attributs, notamment la richesse de la production et de la richesse monétaire,
on va avoir finalement des niveaux de concernement déjà très différents. Le tableau, je vous en fais une rapide lecture. C'est les pays du G20 qui sont là présentés en fonction du pourcentage de territoire exposé par grande catégorie de dégradation de la qualité d'observation du ciel, comprenez, de niveau de pollution lumineuse. Plus on est vers les catégories rouges et blanches, évidemment, plus on est dans des niveaux de pollution lumineuse très forts. Alors, au niveau du G20, on voit que la France est, comme beaucoup de pays européens, est dans une situation, du point de vue de son territoire, qui est relativement partagée, avec une proportion de son territoire qui est significativement dégradée par la pollution lumineuse et une petite partie seulement qui est très fortement dégradée. On voit aussi que d'autres pays européens ont des proportions de territoire dans les catégories vert, bleu, noir, qui apparaissent comme étant également relativement bien présentes. À l'échelle donc des pays du G20, on voit qu'il y a déjà des niveaux de concernement qui sont différents et qui varient. Alors, cette question de la pollution lumineuse, elle nous amène à nous interroger sur les contenus qu'on lui apporte. Alors, le rôle, évidemment, là, en introduction, pour un ancien chercheur, c'est relativement facile, c'est aussi de porter un petit peu des notions, des idées, des questions, qui, j'espère, vont servir de fil rouge tout au long de la journée, et aussi d'être un petit peu volontiers provocateur. C'est une situation plus facile, sachant qu'on est tous là pour partager, évidemment, l'enjeu de la journée autour de la mobilisation des territoires par rapport à la prise en charge de la question de la pollution. Mais c'est intéressant de déconstruire cette question, et Samuel y reviendra plus en détail. D'abord, pollution lumineuse est une notion qui a été abordée par différents champs sémantiques, différents champs professionnels. Bien sûr, vous les connaissez, le domaine de l'astronomie professionnelle qui a fortement contribué à sa propagation, le domaine de la médecine, le domaine de l'écologie, Romain Sordello y reviendra amplement, l'économie, bref, énormément de champs scientifiques qui vont aborder cette question de manière différente, avec des définitions qui leur sont propres et qui vont regarder l'objet pollution lumineuse avec leur propre référentiel. Alors j'insiste sur ce point parce que ça a impliqué beaucoup de choses sur la lente construction d'une problématique politique de la question de la pollution lumineuse, et ça a également entraîné une certaine confusion qu'on retrouvera dans les débats au cours de la journée entre la source du problème, l'excès d'éclairage, l'excès de diffusion de lumière artificielle, et la définition du problème, la définition du sujet de politique publique, qui est la prise en charge d'une forme de pollution. Donc cette question sur les différences sémantiques, les différences de regard, les confrontations de référentiels, elle reste un point important dans le processus de construction du débat public et citoyen autour de cette question. Il y a, et Samuel y reviendra plus en détail, de fait des tensions, des antagonismes, pas toujours soldés, entre différentes manières de construire et s'approprier cette question. Essayons de progresser en donnant quelques éléments de définition. L'équipe de Cenzano, à laquelle je faisais référence, a proposé dès le début des années 2000 une définition très technique. J'ai laissé là en anglais pour ne pas trahir
non plus le sens précis de cette définition, mais il considérait la pollution lumineuse essentiellement à travers une approche technique sur le rôle de l'éclairage artificiel par rapport à la modification du niveau de lumière d'ambiance. Cette définition, elle ne nous permet pas d'épuiser tous les aspects relatifs à la pollution lumineuse dans la manière dont elle va interroger les territoires et les sociétés. Ces enjeux sont multiples et nombreux. Samuel, Romain, et les ateliers de cet après-midi nous permettront d'y revenir. Prendre en charge la pollution lumineuse, d'abord au niveau de la question de la biodiversité, au niveau de l'approche patrimoniale, au niveau de l'approche sanitaire. Tous ces aspects ne sont pas forcément rassemblés derrière la définition qu'en donne l'équipe de Cenzano et Falco. Alors, je vous propose une définition un petit peu plus conséquentialiste. C'est-à-dire, intéressons-nous aux effets de la pollution lumineuse à travers cette notion d'impact sur laquelle Romain, je pense, reviendra beaucoup, puisqu'elle donne un critère, un objectif en tout cas, de définition relativement précis pour essayer de cibler ce qu'on va entendre par pollution lumineuse en prenant en compte la définition et l'identification des impacts. Donc, la question de la mesure. Et nombreux sont dans la salle les spécialistes de cette question. Mesurer à la fois la pollution lumineuse et mesurer les progrès qu'on peut faire vis-à-vis de cette pollution et de la résorption des dégradations qui y sont liées, elles sont des enjeux techniques et scientifiques très importants. Alors je vous le disais, le point principal que je voulais développer pour cette introduction, c'était la question de la mobilisation collective, intersectorielle, partenariale, autour de cette question de la pollution. Évidemment, il y a eu une appropriation par les politiques publiques de cet enjeu, essentiellement en France depuis le Grenelle, vous le savez, et on est encore actuellement dans une phase de production de nouveaux arrêtés relatifs à la réglementation sur l'éclairage. Une mobilisation très forte des professionnels, justement, du secteur, pour proposer des réponses techniques au problème de la dégradation de la qualité de la nuit liée à l'excès d'éclairage. Ils reviendront notamment cet après-midi sur tous les aspects techniques relatifs à cette expertise-là. Ceci dit, cette mobilisation des professionnels et toutes les mobilisations des expertises qui y sont associées n'ont pas suffi, ne suffisent pas, à mon sens, à construire le contenu d'une politique publique. On a, en plus, évidemment, de nombreux autres secteurs qui ont apporté une pierre très importante à la construction de la pollution lumineuse comme un problème public. D'abord, le mouvement environnementaliste et le mouvement d'un certain nombre de professionnels qui se sont mobilisés pour progressivement construire un espace de concernement. Ces acteurs, vous les connaissez tous, évidemment, la NPCEN, le monde de l'astro professionnel, l'astronomie amateur également, qui ont contribué notamment à l'aide de moments, d'événements, en particulier le jour de la nuit, qui ont fortement contribué à diffuser au sein de la société cette question de la dégradation de la nuit, alors, évidemment en utilisant un certain nombre de vecteurs relativement parlants pour la population, la dégradation du ciel, la dégradation de la biodiversité au niveau de l'entomophones, des insectes, etc.
On prend mal la mesure de ce travail de fond qui a été très important de la part du monde associatif, des mondes associatifs, pour progressivement, depuis plus de 20 ans, contribuer à créer dans la société française un espace de résonance par rapport à cet enjeu de la pollution lumineuse. Cette question de l'information, la sensibilisation, les territoires qui s'approprient justement la question de la pollution lumineuse comme espace de projet, progressivement s'en font les relais en créant une ingénierie spécifique autour de ces enjeux. La labellisation, on y reviendra amplement cet après-midi, la labellisation a été un des leviers qui a permis, dans cette mobilisation, à travers la caractérisation et la distinction qu'elle a portée auprès des acteurs concernés. Les premiers labels, ils sont d'origine associative, rappelons-nous-en. Avant la mobilisation des politiques publiques, c'est bien une mobilisation associative, nationale et aussi internationale. Le label RIS est porté par une association au niveau international. C'est une mobilisation associative qui est à l'origine des premières formes donc, de distinction de projets de territoire autour de la récupération de la qualité de la nuit. Dans ce processus, il y a un enjeu très fort d'appropriation par les citoyens, d'acceptation par les citoyens, par les pouvoirs publics, par les professionnels, et à travers notamment des expériences comme l'extinction de l'éclairage public, il y a une matérialisation très concrète de cet engagement collectif pour la récupération de la qualité de la nuit. À partir du travail qu'a commencé à faire Romain Sordello dans sa base sur le recensement des extinctions d'éclairage public, Samuel Chadéa a notamment produit une cartographie qui nous aide d'une part à voir, à prendre conscience de la progression de ce mouvement de l'extinction qui, en France aujourd'hui, concerne un peu plus de 2200 communes, ma mémoire est bonne, mais aussi la grande différence de mobilisation qui va concerner les territoires. Ce simple indicateur nous montre qu'il y a des trajectoires locales différentes. On va retrouver des territoires pionniers, notamment dans certains PNR, ceux du Gâtinais, en région parisienne, le Quercy, qui ont une mobilisation et un encouragement très ancien par rapport à cette question de l'éclairage. On va retrouver également des territoires qui sont rentrés dans ce mouvement de façon plus récente, notamment autour de certaines agglomérations, je pense à l'agglomération rémoise, l'agglomération de Nantes, en tout cas des territoires qui vont avoir des enjeux et des qualités très différentes par rapport aux objectifs poursuivis. On voit aussi que, en fonction des territoires, il y a des niveaux de possibilités d'action qui sont relativement limités. Rares sont les communes en France qui pratiquent une extinction complète sur l'intégralité de leur territoire, pour tout un tas de raisons, liées à la morphologie du bâti, liées à la dispersion des noyaux d'habitation, etc. Mais il y a, par rapport à ce mouvement de fond, encore des marges de progression très importantes, et on voit que notamment, dans les deux territoires labellisés RIS en France, la question de l'éclairage public est encore un chantier de travail très important. Accompagner, se confronter, c'est un des enjeux finalement très forts de cette question de l'appropriation de la pollution lumineuse dans les territoires, qui rappelle que c'est un véritable enjeu d'action collective, d'action publique, qui va nécessiter vraiment une argumentation, un débat, des contradictions, avant de pouvoir rassembler une communauté d'intérêt autour de cet enjeu et de cette vision partagée.
En conclusion de cette intro, justement, j'aimerais du coup énoncer quelques points qui m'amènent à considérer l'appropriation de la question de la pollution lumineuse comme ce qu'on appelle un sujet de gouvernementalité faible, pour reprendre l'expression d'un sociologue de l'environnement, Marc Mormon. Gouvernementalité faible, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir un certain nombre de points, de facteurs qui sont encore des facteurs limitants par rapport à la structuration dans l'action publique et dans l'action collective du chantier pollution lumineuse. D'abord, la multiplicité des parties prenantes. Vous avez tous en tête, depuis le secteur professionnel, l'éclairage, les autorités, les associations, les habitants, les enjeux de labellisation pour des territoires de qualité, etc. Ce panel très vaste d'acteurs concernés rend difficile la construction d'une politique publique rapide et homogène. La question des référentiels, que j'ai déjà abordée, qui reste une question, à mon sens, très importante. Référentiel, c'est la façon dont on se construit le problème en fonction de sa culture professionnelle, des intérêts et des enjeux de sa propre position professionnelle. Ça reste un des aspects aussi de tension et de frottement à l'intérieur de ce processus de construction d'une action collective pour prendre en charge, formuler des réponses à l'enjeu de pollution lumineuse. La question des jeux d'échelle et des rapports asymétriques entre espaces urbains et espaces ruraux. Samuel y reviendra, je pense. Les sources de pollution lumineuse sont multiples. Et c'est déjà très difficile de pouvoir mesurer au niveau local quelles vont être les sources de pollution et en comprendre le tissu des impacts, retracer le tissu des impacts. C'est donc un enjeu important, majeur, d'essayer de construire une manière de pouvoir dialoguer entre les niveaux d'échelle différents, les sources de pollution lumineuse et l'échelle des espaces impactés. Mais plus largement, c'est aussi une question de rapport entre espaces urbains, qui sont très loin des principaux bassins émetteurs de cette pollution lumineuse, et les espaces ruraux, qui sont les espaces où on cible les objectifs d'amélioration et de récupération de la qualité de la nuit. Là, il y a un véritable enjeu politique pour les espaces ruraux. Alors, des projets comme ceux des RIS, notamment, permettent de créer un espace de concernement commun en venant agréger à un territoire de qualité, un espace rural, du point de vue de la pollution lumineuse, un certain nombre de partenaires urbains, en essayant de les entraîner dans une dynamique vertueuse d'amélioration de leurs équipements et de leurs pratiques. Mais plus largement, il se pose, y compris du point de vue législatif, à mon sens, un enjeu de rapport de domination, de rapport de pouvoir entre les campagnes et les villes, de ce point de vue-là, qu'il est intéressant aussi d'interroger. Enfin, les deux derniers points sur lesquels je voudrais insister, c'est l'incertitude des connaissances, l'incertitude sur l'efficacité des réponses. Là aussi, je me permets de le redire, c'est d'abord, avant tout, pour pouvoir engager un débat au sein de la salle. L'incertitude des connaissances, Samuel, Romain, ils reviendront, je pense, largement. Les connaissances par rapport à la construction des indicateurs, des mesures, mesurer la pollution lumineuse, mesurer ses effets, ce sont des choses qui sont toujours en chantier. De nombreux laboratoires travaillent sur ces questions, améliorent la connaissance depuis une dizaine d'années, notamment dans le domaine de l'écologie, mais on est encore loin d'avoir un spectre des connaissances complet sur les effets de cette pollution aux différentes échelles. Pour construire une politique environnementale, c'est
du coup un sérieux bémol. Sérieux bémol, celui d'avoir un spectre des connaissances qui est peu robuste. De fait, ça vient en articulation avec mon dernier point, l'incertitude des réponses. Et de manière un peu provocante, les risques, les labellisations de la qualité de la nuit sont-elles des réponses opportunes, appropriées, aux véritables enjeux de la pollution lumineuse? Derrière une RIS, il y a tout un tas d'enjeux et de dynamiques de projet, mais voilà, permettent-elles, surtout vu l'évolution de la législation, permettent-elles de vraiment prendre en charge les débats et les objectifs d'amélioration qui sont liés à cette pollution? Alors, ce n'est pas du tout évidemment pour remettre en question le considérable effort qui a été fait par le territoire et la population, mais c'est pour vous inviter à interroger justement les espaces de concernement et de construction de l'action par rapport à cette problématique de la pollution lumineuse. Ces 5 points, voilà, j'espère qu'ils vont servir un petit peu de grille et de débat pour la matinée et vous inviter à venir échanger et consolider la connaissance plus générale autour de la pollution.